Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les desserts de la gestion, bonjour. Fin de semaine, nous faisons le point sur l'actualité des marchés, des sociétés qui a été importante cette semaine, le tournant des économies. Nous essayons d'analyser, de tirer des conclusions de gestion. Et dans l'émission que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien voisin, les desserts de la gestion s'engagent les conseils, nous appliquons de manière plus pratique, de manière totalement pratique, cette analyse. Alors j'ai à mes côtés Franklin Pichard de Barclays Bourse. Bonjour Franklin. Bonjour. Alors Franklin, on commence avec l'actualité. On va faire un petit tour macroéconomique avant de rentrer dans le résultat des entreprises, qui a été très important cette semaine, comme on le disait. Alors, on a l'impression un petit peu qu'après ce règlement temporaire du débat budgétaire américain, on retourne au travail comme d'habitude, et avec des incertitudes, mais aussi avec des satisfactions. Oui, des incertitudes parce qu'effectivement, on n'est quand même pas complètement, d'une part, sorti de la crise, d'autre part, on a des grosses interrogations sur le niveau de la croissance, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe également. Donc ça, ce sont les inquiétudes, j'ai envie de dire, que nous surveillons du coin. Alors, il y a un bon côté, on va commencer par l'Amérique, c'est qu'effectivement, on a des statistiques d'emploi qui sont moyennes. On a des petites incertitudes sur le niveau de la croissance, mais pas sur la croissance elle-même. Mais en revanche, cette histoire de débat budgétaire, ses conséquences, ça laisse imaginer que la Réserve fédérale va continuer à être assez en soutien à l'économie. Alors ça, c'était la grande interrogation. Que fera la Fed? Alors, si on part et si on évoque le spectre et toutes les hypothèses, et prenons la plus éloignée par exemple, certains et beaucoup s'accordent à dire que de toute façon, compte tenu du shutdown, les indicateurs économiques qui vont sortir dans les semaines à venir ne pourront pas être justes parce qu'il faut rattraper le travail qui n'a pas été fait pendant que ça. Il va y avoir un effet retard, donc ça va jouer dans les deux sens. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup s'accordent à dire qu'il n'y aura rien de décidé en octobre, vraisemblablement rien de décidé en décembre. Donc oui, autant attendre le nouveau patron de la Réserve. Alors, autant attendre le nouveau patron, et certains vont même jusqu'à dire, comme on va avoir les élections de mi-mandat, il n'est pas impossible qu'on attende carrément le mois de mars pour décider d'agir sur le ralentissement des rachats d'obligations. Donc ça veut dire entre ce qu'on attendait en septembre, où on a été très surpris, on voit qu'aujourd'hui certains émettent l'hypothèse de ne rien voir avant le mois de mars 2014. Quelles que soient les anticipations, c'est jamais mauvais d'avoir de l'argent quand on investit. Alors bien sûr, ça n'est pas mauvais. On donne du pétrole aux investisseurs, ils l'utilisent. Exactement, là ça permet. Ça c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que il y avait quand même une croissance qui ne s'accélérait pas pour le mois aux États-Unis. Alors, le côté négatif, c'est le coût du shutdown. On commence à avoir un chiffrage, 24 milliards de dollars, donc c'est quand même assez conséquent. Ça pourrait avoir un impact qui correspond à 0,6% de croissance en rythme annualisé, rien que sur le T4. Donc parce qu'il y a des craintes qui sont nées de cette situation, parce que les ménages américains ont moins consommé en se demandant ce qui allait se passer. Donc ça, c'est concrètement ce qui s'est passé. Et puis, on voit que les débats continuent de se dérouler. Là, il y a eu un commencement d'accord de principe entre républicains et démocrates hier soir sur les coupes budgétaires, les coupes fiscales qui étaient faites. Fallait-il les faire automatiquement et les reconduire ou pas? Les républicains ne veulent pas qu'on crée des impôts nouveaux. On a un débat qui est ouvert et depuis très très longtemps. Et on a vu qu'hier, on avait trouvé un point un petit peu de rencontre sur un aspect qui était bloquant jusqu'à présent. Donc ces discussions continuent. On a un cycle qui se développe, mais qui se développe moins vite que ce qu'on avait pu espérer il y a encore 2-3 mois. Voilà. Alors on sait qu'on est tranquille jusqu'au 7 février. Jusqu'au 7 février, on a trouvé de quoi financer. Et on verra ensuite. Mais il faudra à nouveau vraisemblablement. Donc on va regarder peut-être encore plus que d'habitude les fameuses ventes de Noël qui aux États-Unis sont toujours. Oui, tout à fait. Oui. On regardera et les ventes de Noël et maintenant les ventes de Noël via Internet qui sont encore plus conséquentes que les ventes de Noël. Alors juste le petit tour du monde un peu traditionnel dans cette émission. L'Asie. Alors d'abord le Japon. Après cette hausse considérable, sur un an on gagne encore 40% quand même.
On sent de l'hésitation, on a l'impression, la fameuse troisième flèche des programmes AB, les gens doutent, il y a cette question de la déflation ou de la lutte contre la déflation, on doute un peu. Oui, c'est un petit peu. Alors, c'est ce phénomène japonais. On a toujours eu l'habitude, nous qui sommes dans ces métiers depuis quelques dizaines d'années, de voir le Japon faire des effets d'annonce. Oui. Et puis derrière, on attendait les véritables mesures. Et on avait peut-être dû même l'évoquer ici ensemble. Oui, on est dans cette situation où effectivement, l'effet d'annonce, d'injection de liquidité, de détente, etc., avait été formidablement bien accueilli par le marché. Mais derrière ça, on voit qu'il y a d'autres points, d'autres problèmes qui continuent. On rend un peu moins de 2% sur un mois. Oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le Japon continue de se chercher un petit peu et on hésite à aller sur une zone qui se cherche. Effectivement, le changement, notamment l'inflation, notamment bien sûr les réformes. Alors la Chine. Ah ben, la Chine a agréablement surpris, puisqu'on a eu l'ouverture du bal des PIB ou PMI, ça dépend dans quelle zone on se place, et de l'abréviation utilisée. Donc la Chine a ouvert le bal pour le T3, 7,5% de croissance. Bon ben voilà, ça y est, on a eu le sentiment d'avoir touché le point bas, de repartir sensiblement et de stabiliser cette croissance à un niveau qui satisfait le reste du monde. Donc ça, c'était la bonne chose. Aujourd'hui, oui, alors il y a d'autres soucis, d'autres problèmes avec l'inflation, le prix de l'immobilier, les mesures qui pourraient être prises par le gouvernement. Mais en tout état de cause aujourd'hui, et en tout cas cette semaine, ce qui a rassuré, c'était le PIB chinois, où là on avait réancré cette croissance chinoise, et c'est ce que les marchés surveillaient quand même depuis pas mal de temps. On finit avec l'Europe. L'Europe, il y a d'une part la croissance, et il y a d'autre part les interrogations sur à nouveau les dettes souveraines de certains pays, le Portugal, peut-être l'Irlande, certainement la Grèce, etc. Oui, alors si on finit sur le PIB, là on a eu là aussi l'ouverture des PIB en Europe, puisqu'on a eu ce matin le Royaume-Uni, conforme aux attentes, 1,5 de croissance annualisée, 0,8 sur le trimestre. Bon, conforme, tout va bien de ce côté-là. Alors c'est vrai que derrière, on a actuellement le Conseil européen, on a en amont de ce Conseil européen Mario Draghi qui met un petit peu la pression sur le secteur bancaire en disant que voilà, il y aura, puisque la BCE reprendra la responsabilité du contrôle du secteur bancaire, donc 124 établissements en Europe, 13, je crois, à peu près 13 qui nous concernent directement. Et puis surtout, cette menace de Draghi pour mettre la pression sur le Conseil européen, de dire faites attention, prenez des décisions sur l'avancée de l'union bancaire, parce que nous, on recalera certains candidats, on considérera qu'il faut revaloriser et recapitaliser certaines banques. Alors dans tout ça, on a un euro qui s'envole. Quand même, alors dans tout cela, effectivement, la zone euro continue d'être la terre d'exil des capitaux qui se cherchent, qui continuent de sortir de l'Asie, et où on parlait encore avec certains brokers aujourd'hui qui disaient être étonnés de voir l'attention bienveillante des Américains pour la zone euro, et que beaucoup considèrent et confirment comme étant vraisemblablement l'effet de levier potentiel le plus important pour 2014. On va y revenir. Alors, deuxième chapitre, actualité des valeurs. Alors, cette semaine, l'actualité des valeurs, il y a eu des publications. Ça n'a pas manqué de chiffres d'affaires trimestriels ou de résultats trimestriels. Beaucoup de publications. Rien que dans la journée de jeudi, 10 sociétés du CAC 40, c'est-à-dire le quart du CAC 40, qui a publié. On ne va pas les détailler. Oui, alors juste, qu'est-ce que vous tirez comme conclusion? Parce que si on fait tout le SBF 120, ça va nous prendre alors, les conclusions qu'on en tire, c'est que, grosso modo, à une ou deux exceptions près, finalement, on rate le consensus. Pourquoi? Parce que... On le rate. D'abord, on le rate légèrement. On le rate légèrement. Et finalement, on le rate... Il y a un petit peu une lecture à deux vitesses qu'il faut opérer. C'est qu'on se rend compte qu'on le rate. Pourquoi? Parce que vous avez un effet négatif de change. Et ça, vous le retrouvez quasiment dans toutes les publications, toutes les sociétés. Exactement. Cette hausse de l'euro contre yen et dollar. Contre yen et dollar. Donc, typiquement, que vous regardiez du côté de Pernod Ricard, d'Essilor, de Kering, de Gemalto, de Schneider, de Renault également. Oui, donc d'un côté les stars du style effectivement Essilor, Pernod, voilà, et des etc. valeurs plus... et même du côté des industriels, on a été un peu déçus par Schneider, par exemple, par ArcelorMittal, on a été très déçus par Nexans la semaine dernière. Donc, voilà. Et donc, grosso modo, on a très peu de révisions en baisse sur l'activité à proprement parler, mais en revanche, une correction et un delta baissier à cause des marges et à cause
cause C'est des d'autant plus parités. fort qu'on imaginait à l'inverse, que les analystes réévalueraient plutôt à la hausse qu'à la baisse les estimations de bénéfices. Alors là aussi, ce qui est curieux, c'est quand vous regardez ce que le marché a fait et comment le marché a absorbé ces, entre guillemets, mauvaises nouvelles, le marché les a ignorées. Oui, voilà, Le marché, sur le moment, corrige sensiblement. Effectivement, vous avez quelques prises de bénéfices, mais on voit qu'immédiatement, ces corrections et ces prises de bénéfices sont immédiatement mises à profit par d'autres investisseurs pour rentrer avec un petit... Et quand il y a une bonne nouvelle, voilà l'exemple de Saint-Gobain en fin de cette semaine, les gens n'hésitent pas à y aller. les gens n'hésitent pas à y aller, mais sur même sur quand quelque chose qui il est quand y même a une cyclique et quand nouvelle... même lié à l'automobile et à la construction, c'est quand même beaucoup. Oui, mais même quand il y a une mauvaise nouvelle, finalement, les analystes ou les gérants regardent et disent « mais il n'y a pas de remise en cause des fondamentaux ». On a effectivement ces problèmes de change qui viennent parasiter la publication et les craintes sur le dernier trimestre de la part des chefs d'entreprise. Et puis il y en a un petit aussi, c'est Vinci, enfin un petit... toute chose égale par ailleurs, mais une petite annonce qui a été glissée au milieu du reste, et ce n'est pas la première fois qu'ils le faisaient, eux aussi considèrent que le débat actuel au sein de l'Assemblée nationale sur une nouvelle charge d'impôt sur les sociétés peut avoir un impact négatif que eux aujourd'hui ne peuvent pas chiffrer. Mais c'était aussi un des éléments... Et ils sont en pole position, si on peut dire, ceux qui font des bénéfices en France. Exactement. Donc effectivement, les titulaires de concession ou les gens très français. Voilà, et avec ce risque aujourd'hui, ça, c'est pas du tout pris en compte par le marché, c'est pas pris en compte par le marché, mais eux ont eu cette transparence et cette honnêteté de dire attention, il y a actuellement un débat à l'Assemblée nationale, on pourrait effectivement avoir un impact sur la fiscalité des entreprises. Eh bien ça, comme on ne peut pas le chiffrer aujourd'hui, on préfère être un petit peu prudent. Moyennant quoi, on a peut-être eu l'occasion d'en parler ensemble. C'est un titre que nous avons acheté avant l'été autour de 38 €, qui a frôlé les 50 € hier, et même de sources qu'on a au sein de la société, certains n'hésitent pas à trouver que cette envolée presque trop rapide leur fait un petit peu peur. Oui. Donc vendre sur 50, on a peut-être déplacé le range de Vinci, où on était dans un range 35, 42, 43. Là, on est peut-être dans un range 43, 50, autour de 49, 50. N'hésitons pas à prendre nos bénéfices sur un dossier qu'on continue de beaucoup aimer, mais où techniquement il y aura des dégagements. Et puis, à la faveur d'une correction, s'il doit y en avoir une, et comme on l'attendait et comme on l'attend, eh bien, un titre à mettre en tête de liste pour revenir plus tard. Ça, c'est déjà un conseil. Juste un tout petit mot de l'automobile. Donc, Peugeot fait l'actualité avec la fermeture d'Aulnay, avec l'Espagne. Fiat fait aussi l'actualité négative. Et pendant ce temps-là, Ford fait l'actualité en disant tout va bien, grosso modo. Oui, Ford continue de dire que tout va bien. On connaît la situation aussi bien de nos constructeurs français. Renault qui rit avec Nissan et Dacia, mais qui pleure avec Renault, grosso modo. Peugeot n'a pas ce levier-là, donc continue d'avoir ces débats sur son refinancement nécessaire de l'ordre de 3 milliards. On nous avait parlé des Chinois, on nous parle maintenant de Santander, la banque espagnole, qui pourrait venir acheter la banque de financement de Peugeot. Ça, c'est pas une mauvaise nouvelle. Le marché ne le saluait pas particulièrement ce matin. Le titre était quasiment inchangé. C'est un titre qui avait déjà fait un beau parcours cet été, qui a un peu réagi. Mais effectivement, fait un très beau rattrapage, on va dire, puisque le titre était tombé très très bas et beaucoup trop bas. Troisième chapitre, gestion. Alors vous avez parlé de la hausse du l'IS. Il faut peut-être qu'on parle quand même de ce coup de jarnac sur les PEA. Comment ça va se passer, selon vous ? Alors, écoutez, ce qui a été voté hier par alors effectivement, cette mise à niveau des prélèvements, hein, on sait qu'à l'époque où les PEA ont été créés, il n'y avait pas de prélèvement, et puis après il y a eu un peu de CSG, après un peu de RDS, après de CRDS, et puis le taux a monté, et puis on était, quand on dégageait d'un PEA, on bénéficiait de toutes ces phases fiscales, et là on a tout remis à plat, on a dit maintenant c'est 15, c'est comme ça, et depuis le début. Donc la lecture qu'on a, nous, quand on discute avec les brokers qui sont plutôt spécialistes de valeurs très travaillées en trading, comme ça peut l'être parfois grâce à l'absence de fiscalité sur les PEA, enfin jusqu'à présent c'était le cas, eh bien c'est de dire finalement les gens qui bougeaient pas, les gens qui hésitaient, etc., finalement c'est un mal pour un bien et ça va créer de la fluidité dans les capitaux. Quand on regarde
cette mesure fiscale qui ne concerne que les PEA, et si, je ne le dis pas trop fort, si on regarde les mesures qui ont été adoptées, savoir l'impôt sur les plus-values qui a été intégré à l'IRPP sans aucun abattement maintenant, enfin sans prélèvement libératoire, on voit que ça n'a pas eu tellement d'impact. On a tellement remonté la fiscalité que ça reste quand même quelque chose qui est avantageux. Ce qui paraît très paradoxal, c'est de lancer le PEA-PME, d'augmenter finalement la taille dans les PEA et au même moment de taxer rétroactivement de 16 ou 17 ans. Exactement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que Bercy se rend compte que les plus-values, ça n'a pas eu tellement d'impact sur la bourse en janvier et qui peuvent à nouveau se mettre ce coup de rabot sur les PEA et les taxer rétroactivement. Ce que je crois que le Conseil constitutionnel n'a rien trouvé à redire. Historiquement, il n'a pas trouvé à redire, ce qui paraît très troublant. Et il faudrait aller jusqu'à la Cour européenne pour parler de rétroactivité. C'est compliqué. Alors, les paris à prendre dans cette période d'hiver, on a beaucoup monté. Habituellement, le mois de novembre et le début du mois de décembre, c'est plutôt une période où on consolide avant éventuellement un rallye de fin d'année. Vous achetez ce scénario ou pas ? On aurait préféré acheter cette correction en octobre. Hein. Oui. On aime bien les avoir en octobre. Ça permet en novembre de souffler et d'avoir ce rallye en fin d'année. Alors, on va prendre toutes les précautions d'usage nécessaires. Aujourd'hui, vous tombez sur de plus en plus de stratégistes qui vous disent non, il n'y aura pas de correction. Oui. Il n'y aura pas de correction qui permettront de rentrer à des niveaux vraiment dégradés de l'ordre de 10 à 15%. Oui. Aujourd'hui, vous avez des titres qui ont très fortement corrigé. On a parlé tout à l'heure des Silor, on peut parler de Sanofi, on peut parler de Danone. Les titres qui ont corrigé l'ont fait. Ça peut être déjà des points d'entrée sans attendre autre chose. D'un point de vue correction, on l'attendait, on la guette, on ne la voit pas venir. On s'aperçoit que dès que le marché corrige un petit peu, immédiatement, il y a des mains qui ramassent et les titres partent à la hausse. On a un flux, on en parlait, c'est les États-Unis qui ont l'air d'acheter de l'euro, et ils achètent de l'euro aussi pour acheter des actions. Alors, vous avez les US qui achètent l'Europe, mais vous avez aussi les porteurs d'obligations qui sont depuis 2 ans dans l'attente de leur krach obligataire et puis qui, surtout au-delà de ça, ne trouvent plus de rémunération suffisante à travers les obligations, même corporate sans trop prendre de risques et qui, du coup, réallouent une part de leurs actifs vers les actions. Et puis, on a eu l'occasion de le dire aussi déjà, les compagnies d'assurance qui avaient quasiment chassé les actions de leur portefeuille reviennent un peu, mais même donc, avec un peu, quand globalement on est globalement un flux qui est plutôt favorable et qui est favorable à l'Europe dans un concert mondial. Grosso modo, aujourd'hui, dans le concert mondial, c'est l'Europe qui fait l'objet des attentions. Les paris qu'on peut prendre d'ici la fin de l'année, en général, le concept le concept, c'est effectivement ne pas hésiter à revenir sur les cycliques et à renforcer des cycliques. Oui, voilà, on a parlé de la très belle publication de Saint-Gobain, mais c'est quelque chose qui reste intéressant. On a aujourd'hui Schneider qui corrige, c'est un point d'entrée intéressant pour venir. Voilà, revenir sur des Lafarge, revenir sur des grandes valeurs, les grandes cycliques, c'est une occasion de revenir et de mettre Solvay publie des résultats Solvay, pareil, moyens. On reste acheteur sur ce type de dossier. Alors il faut mettre un doigt, il ne faut pas constituer ces lignes tout de suite, mais mettons un doigt, faisons une demi-ligne, et puis si ça corrige, on complétera. L'idée, et ce qui est important, et ce qu'on répète à nos investisseurs, à nos clients investisseurs, c'est que même si effectivement on devait se prendre les pieds dans le tapis parce qu'il y a une correction plus importante qu'on ne voit pas venir, de toute façon, l'environnement pour 2014 semble rester positif et c'est ça qu'il faut jouer, c'est commencer à prendre ses positions. On a dit un mot avec l'Europe, il y a juste la question des sociétés financières et notamment des banques. Oui, alors écoutez, sincèrement, les banques, vous avez effectivement ces tests qui vont s'opérer et qui vont bientôt démarrer. Donc on va avoir à nouveau une opération vérité, beaucoup plus dure, visiblement, c'est ce que Mario Draghi a dit. On reste acheteur du secteur, malgré tout. Un de nos confrères, amis, comme on l'appelle, c'est Exane, qui ce matin a dégradé Crédit Agricole. Du coup, Crédit Agricole baissait de 3-4%.
eh bien, on considère, nous, de notre côté, c'est la loi du marché, Oui, qu'il bah faut oui. profiter de Donc, cette opportunité. la décote sur et les on fonds continue. propres, ça reste quelque chose, Oui, ça reste un quelque thème chose que vous aimez. qu'on joue. Et typiquement, mais autant on peut considérer qu'on a une vraie décote sur Crédit Agricole, on l'aura beaucoup moins sur BNP. Et sur un Crédit Agricole, on maintient des objectifs de cours à 10,50 €. Le titre vaut autour de 8, on en profite. Joli potentiel. Voilà. Juste en un mot, l'allocation d'actifs, vous restez action. Oui, vous on l'avez reste très dit. action. Les obligations, il n'y a rien à gagner, il y a éventuellement à perdre. Non, il y a en tout cas beaucoup moins à gagner. Et en tout cas, le biais est franchement action maintenant, plus que sur une allocation très diversifiée. Et pour avoir des rendements sur les obligations aujourd'hui, il faut prendre de plus en plus de risques, aller sur des notations très dégradées ou moyennement dégradées. C'est vrai que globalement aujourd'hui, les papiers offrant des rendements intéressants commencent à être rares. On en trouve encore un peu, mais mécaniquement, on va et on fait un arbitrage en faveur des actions. Ce sera le mot de la fin. Franklin Pichard, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et rendez-vous sur le lien voisin pour l'émission Les Conseils, dans lesquels Franklin Pichard va vous dévoiler des pépites.